Et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Julien Goudichaud, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes journaliste indépendant et vous signez avec Nicolas Torrent Les plages de l'embarquement. J'ai passé 7 ans avec les migrants et les passeurs dans le nord de la France qui sort aujourd'hui. Aujourd'hui, exactement. Aux arènes. Ce livre, c'est 7 ans de votre vie, une longue enquête qui commence en 2015. Vous pensez que vous allez tourner un reportage comme vous en avez fait des dizaines d'autres dans ce qu'on appelle alors à l'époque la jungle de Calais, un bidonville immense, un camp de migrants installé alors depuis une quinzaine d'années dans ce département du Pas-de-Calais. Et là, quasi immédiatement, et presque malgré vous, vous allez être happé par ce que vous voyez. Exactement, je me souviens qu'à l'époque, j'avais décidé simplement par curiosité de me rendre dans le Pas-de-Calais. Avec mon van aménagé, j'avais décidé de passer une petite semaine. Et puis, à peine arrivé sur la zone, au détour d'une route, il y a un groupe de personnes qui m'a coupé la route en traversant, partant en courant vers les voies ferrées. Et puis derrière eux, il y avait des CRS avec des maglites qui leur couraient après. Et là, je me suis dit, mon Dieu, mais où est-ce que j'ai atterri ? Donc, je me suis garé, et puis j'ai rencontré des gens qui étaient dans cette zone, qui cherchaient tout simplement à escalader un grillage de 4 mètres de haut avant de pouvoir essayer d'attraper un train en plein vol pour s'engouffrer dans un tunnel dans le noir pour rejoindre le Royaume-Uni. Ces gens, vous avez appris à les connaître, à discuter avec eux, vous les avez rencontrés, ils viennent d'Irak, du Soudan, de Syrie, d'Iran. Et vous comprenez très vite qu'ils ont tous un point commun, en plus de la route de l'exil qui leur a pris pour certains des années. Ils ont une obsession, c'est traverser la Manche et aller en Angleterre à n'importe quel prix. C'est ça, à n'importe quel prix. Donc tous ont des motivations un peu différentes. On va rejoindre de la famille en Angleterre. On y va aussi pour travailler, pour construire une nouvelle vie, et puis surtout pour commencer à renvoyer de l'argent à sa famille qui est restée dans son pays. Et puis commencer un nouveau chemin de vie, et puis surtout fuir les atrocités que l'on a connues dans son pays d'origine. Pourquoi l'Angleterre, il y a 7 ans, comme aujourd'hui, ça reste un Eldorado ? Il n'y a qu'à voir les conditions d'accueil quand ils arrivent en Angleterre. Aujourd'hui, vous savez, je vais rendre visite à toutes ces personnes que j'ai connues à Calais, à Dunkerque, en Angleterre. Et puis je trouve des personnes qui sont dans des petits hôtels, dans des petites chambres dans lesquelles ils sont hébergés et qui peuvent travailler surtout. C'est des gens qui veulent travailler, ils arrivent à travailler, donc regrouper de l'argent et construire une nouvelle vie et renvoyer de l'argent dans leur pays. En fin de compte, ils peuvent réellement commencer leur vie, avoir une réponse aussi pour les papiers, leur demande d'exil qui est un peu plus rapide qu'en France. Donc en France, quand ils restent ici, qu'on les voit sous les tentes à Paris, ça prend beaucoup de temps. Quand ils comparent la situation en France et en Angleterre, pour eux, il n'y a pas photo, il faut aller là-bas. Pour atteindre l'Angleterre, donc, des côtes qui font perdre la raison, dites-vous, ils sont prêts à tout, vous l'avez évoqué à l'instant. Pendant longtemps, on a vu ces images terribles de jeunes qui montaient sur des trains, qui tentaient de s'engouffrer dans des camions, ça je crois que ça existe encore et vous le racontez. Et puis peu à peu, au début des années 2010, c'est ouverte, si l'on peut dire, une nouvelle voie, qui est la voie maritime. Pour bien comprendre de quoi on parle, quand on est sur les côtes françaises, l'Angleterre, on la voit quand le temps est clair. Prendre la mer quand on est au bout de la route de l'exil, ça veut dire qu'on est prêt à tout, y compris parfois partir en pédalo. On est prêt à tout et c'est ce qui rend un petit peu fou les gens qui arrivent sur place. Ils sont au terme de plusieurs mois et plusieurs années sur la route de l'exil. Et quand ils arrivent à Calais, au bord de la mer, on voit les côtes. C'est comme si on avait un marathon et au bout, il y a la ligne d'arrivée. Elle est là, elle est à 2 pas de nous, elle est à portée de main et on n'a plus qu'à faire les derniers pas. Donc parfois, ils restent bloqués pendant des mois. Ils se font déloger le matin, on se fait confisquer les affaires, on est à bout de nerfs, on n'a pas de sommeil. Et donc des fois, ça conduit ces personnes à prendre la mer dans des situations avec 3 bouts de ficelle. Donc on fait le tour des campings pour voler une embarcation. J'en ai vu qui ont volé des bateaux de piscine. On achète un canoë-kayak à 300 € à Decathlon pour monter pas à 3 dedans, mais à 4. On essaye... Voilà, le bateau de piscine. Le bateau de piscine, voilà, exactement. Et donc je parle de l'histoire du pédalo parce qu'un soir, vous allez voir plusieurs hommes qui vont effectivement voler un pédalo et partir comme ça en pleine nuit. Voilà, c'est cette image-là, partir en pleine nuit dans la mer. Et vous dites que vous êtes sur la côte, vous voyez partir le pédalo et vous dites que vous avez l'impression d'assister à un suicide collectif. C'est ça, c'est le sentiment que j'ai eu. J'avais vraiment l'impression ce soir-là d'assister à un suicide. Les jeunes garçons m'avaient dit qu'ils avaient un bateau, qu'ils avaient quelque chose, que je pouvais venir. Je les connaissais depuis déjà quelques mois. Et puis quand je suis arrivé sur place, ils m'ont dit, écoute Julien, il y a plus de bateau, il y a plus rien. Ce soir, on n'en peut plus. Ça fait 3 jours qu'on dort dans la rue. On s'est fait prendre la tente, les téléphones portables et toutes nos affaires. On part coûte que coûte.
Et puis ils sont allés dans l'enceinte de la base nautique, ils ont volé un pédalo. Je leur dis, c'est pas possible, vous pouvez pas faire ça. Si, on le fera coûte que coûte. Et puis ils se sont jetés en pleine mer à 8 sur ce pédalo. À 8 évidemment, sans gilet de sauvetage, parce que le gilet de sauvetage, quand on n'a pas d'argent, c'est un luxe. Et puis j'ai filmé cette scène surréaliste et j'ai vraiment eu l'impression de filmer des jeunes mineurs pour certains qui étaient en train de se suicider. Miraculeusement, ils ont survécu, je crois. Il y a eu l'année dernière 45 000 personnes qui ont tenté de traverser la Manche. On ne sait pas combien ont survécu exactement. Ce chiffre est dingue, mais ce qui est encore plus dingue, c'est qu'en 5 ans, il a été augmenté, je crois, par 90. On est passé de 500 traversées à 45 000. Comment est-ce qu'on explique cette explosion ? Dès que des premiers petits bateaux ont commencé à passer, il y a eu... voilà. Il y a un business à faire. Il y a eu un frémissement. C'est-à-dire qu'une fois que ça a marché, les migrants se sont dit « Ouh là là, c'est beaucoup plus facile. Passer en camion, c'est toutes les nuits. Ce sont des nuits harassantes, à courir après les camions, à se cacher sur les parkings. Il faut être en forme, il faut avoir la vingtaine, il faut être sportif. C'est très très fatigant. Le bateau, c'est une chance sur 3. C'est élaborer un plan qui va mettre un petit peu de temps, et puis c'est une chance sur 3. Et puis maintenant, ça marche tellement bien que Voilà, et vous l'avez évoqué, effectivement, du côté des passeurs auprès desquels vous avez passé beaucoup de temps, c'est un business extraordinairement juteux. Une traversée, ça se monnaie entre 1 500 et 6 000 euros, vous dites. C'est du côté des passeurs, en tout cas, très bien organisé, et ça, vous l'avez documenté. Ça s'est organisé de plus en plus et de mieux en mieux, tant et si bien qu'aujourd'hui, les bateaux ne sont plus des petits Zodiacs que l'on va acheter sur Le Bon Coin ou en Belgique ou en Hollande. Ce sont des bateaux qui sont importés de Chine. Ce sont des bateaux qui sont fabriqués en Chine, qui sont importés jusqu'en Allemagne, stockés en Allemagne, puis livrés sur la côte d'Opale. Et ce sont des bateaux surtout dans lesquels on peut mettre beaucoup plus de personnes. Donc aujourd'hui, on voit comme sur ces images, jusqu'à 50 personnes qui puissent monter dans ce bateau. Donc quand on multiplie 50 par entre 2 et 3 000 euros le prix du passage, un bateau qui part, c'est tout de suite une somme à 6 chiffres Ouais, pour un passeur. Vous parlez d'un réseau mafieux. Les chefs, bien sûr, du réseau ne sont pas sur les plages. Ils ont eux-mêmes leurs petites mains qui organisent à leur tour les passages, les traversées. Exactement. Les gens qui conduisent les bateaux jusqu'à la mer sont en fait ni plus ni moins que des migrants eux-mêmes qui sont candidats au passage, qui travaillent pour avoir un passage gratuit. Et ce sont bien souvent des gens que l'on arrête, mais les têtes de réseau soit bien cachés en Angleterre, soit même dans leur pays d'origine, en Irak ou en Iran, ou alors même en France, parfois, ils sont extrêmement fort de la fortune faite, ils sont retournés dans le pays d'origine. Exactement. C'est l'histoire On notamment. ouvre le portefeuille depuis leur pays d'origine et on finance d'un le des réseau passeurs depuis... dont vous racontez l'histoire. Si ce récit, Julien Goudichaud, est à la première personne, c'est parce qu'à votre tour et presque malgré vous, ces côtes anglaises ont commencé à vous obséder et vous avez cherché, vous aussi, par tous les moyens, à faire cette traversée sur un bateau de fortune. On va raconter dans un instant ce qui s'est passé ensuite, mais pourquoi est-ce qu'il vous fallait, vous, faire la traversée ? Au bout de 7 ans, vous savez, j'ai filmé des personnes dans les pires des situations, dans les tentes, les pieds dans la boue, en train de souffrir, des gens qui me laissaient les filmer, donc qui donnaient une image qu'ils n'aiment pas d'eux-mêmes, qui n'aiment pas se montrer comme ça, et puis jusqu'à arriver au bord de l'eau, et puis nos chemins se séparaient à ce moment-là. Et à force de les filmer comme ça, et de filmer des gens qui se jettent dans la mer le matin, je sais pas, je crois qu'est né le sentiment de vouloir terminer ce voyage avec eux. Moi aussi, j'avais besoin d'arriver de l'autre côté, de rentrer en Angleterre, comme ils le disent si bien. Après plusieurs échecs, dont je laisse découvrir les détails dans votre ouvrage, il y a certaines scènes qui vous retournent le ventre. Vous finissez, c'était au mois d'octobre dernier, à réussir à monter sur un bateau. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé ? C'est d'abord très long avant de monter dans un bateau. On vous dit oui, on vous dit non, on vous dit de patienter. Donc la période d'attente est extrêmement stressante. C'est quelque chose dont on rêve toutes les nuits. Et ça devient... dont on cauchemarde. Ça devient, oui, un cauchemar. On rêve qu'on se noie, on rêve qu'on arrive en Angleterre, on rêve de tout un tas de choses. Et puis un jour, il y a le go. Tu viens, rendez-vous là, et puis on verra si ça marche. Donc on regarde la météo, on est très stressé. Et puis en fait... tout est très bien organisé. On est reçu, on est conduit à bon port, on est caché dans les bois. Il faut rester une nuit si on a de la chance, ou alors entre 3 et 4 nuits en attendant que le bateau soit livré, parce que le livreur doit passer entre les mailles du filet des contrôles de police. Il arrive par la mer ? Il n'arrive pas par la mer. Aujourd'hui, il y a des systèmes où il arrive par la mer. C'est assez nouveau d'ailleurs. Mais sinon, il est livré en voiture. Il est réceptionné par des petites mains, et puis il est gonflé et assemblé en l'espace de 15 minutes dans les bois. Et puis après ça, il faut sauter dans l'eau,
en pleine nuit, dans le noir, en voyant à peine les lumières des côtes anglaises qui scintillent, et puis il faut foncer sur les lumières rouges de Douvres. Bon, c'est pas une promenade de santé, évidemment. Les conditions sont parfois dantesques sur la Manche. Les gens avec qui vous êtes sur le bateau, pour la plupart, ne savent pas nager. Il y a des enfants. Et en l'occurrence, vous ne devez votre survie collective, vous êtes une cinquantaine, je crois, sur ce bateau, qu'au fait que vous avez emporté, vous, une balise. Oui, j'avais emporté une balise de détresse au cas où, tout simplement, nous venions à couler. Et puis, j'ai vu ce soir-là que la météo allait se gâter plus loin dans la matinée. D'habitude, les gens regardent simplement quand on prend la mer si la météo est bonne. Or, elle était bonne quand on prenait la mer, mais 4 ou 5 heures plus tard, elle allait vraiment se dégrader. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Elle s'est dégradée, le bateau a commencé un peu à prendre l'eau. On avait de l'eau jusqu'aux chevilles, le plancher craquait un petit peu. Il y avait... Je me rappelle de cette femme et cet enfant, cette femme qui vomissait, et son petit garçon qui lui caressait les cheveux. Et j'avais l'image en continu qui tournait dans ma tête que si le bateau craquait, l'enfant allait passer entre le plancher et puis on ne pourrait rien faire. Il y avait un gilet de sauvetage qui flottait complètement. Et puis les 50 passagers étaient paniqués, tout le monde hurlait. Et donc quand il y a de la panique, le bateau peut chavirer. Donc au bout d'un moment, j'ai décidé de déclencher ma balise de détresse quand nous étions dans les eaux anglaises. Et Dieu merci, nous avons été secourus et ramenés à bon port. Et les sauveteurs britanniques sont venus vous chercher. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qu'a fait ce migrant iranien avec vous ? Le migrant iranien avec moi, une fois qu'on était sauvés. Alors, je me rappelle, c'est quelque chose qui m'a vachement marqué quand on a été secourus et qu'on est reparti vers les côtes anglaises. On s'est tous pris dans les bras, on a tous pleuré, on a un peu fêté notre succès. Puis, ce migrant iranien s'est mis à regarder les côtes anglaises et il a fait la moue. Et puis il me dit, tu sais Julien, je sais même pas pourquoi je vais en Angleterre. Je sais pas ce que je viens faire ici. Je sais pas, il fait pas beau, la nourriture est pas bonne, les gens sont peut-être pas sympas, on m'a dit. Je sais pas si c'est vrai, on verra bien. Il pleut beaucoup. Il pleut beaucoup, voilà. Et donc je lui dis, mais tu es fou, on vient de risquer nos vies pour pouvoir atteindre les côtes anglaises et tu me dis ça. Il me dit, oui, mais moi je préférais rester en France, c'est beau chez vous, les gens sont sympas. J'aurais préféré chez vous. Et donc, il me dit, mais le problème chez vous, c'est qu'on peut pas travailler. Et donc, je pense que là, tout était dit. Lui, il allait là-bas juste pour travailler. Les gens ne viennent pas pour profiter d'aide sociale. Les gens ne viennent pas pour cambrioler nos appartements. Les gens viennent pour travailler, commencer une nouvelle vie. Puis, il n'y a qu'à voir le travail qu'ils font en Angleterre. Hein. Ce ne sont pas des travails faciles. Hein. C'est la planche dans les restaurants, sur les voies publiques, ramasser les poubelles, livrer de la nourriture dans le froid et sous la pluie. Ce sont des gens qui sont extrêmement motivés. Hein. Vous êtes en contact avec ceux que vous avez suivis en quelques mots. Certains, effectivement, vous le disiez, ont réussi la traversée et aujourd'hui travaillent. Vous rappeliez tout à l'heure et puis vous rappelez aussi dans ce livre qu'on ne fait pas un voyage comme ça quand on ne quitte pas un endroit où la vie est devenue impossible. Je renvoie à ce livre écrit avec beaucoup d'humanité, Julien Gaudichaud, que vous avez coécrit avec Nicolas Torrent, Les plages de l'embarquement, qui sort aux arènes aujourd'hui. On le voit à l'antenne. Merci beaucoup. Merci. Vous venez nous en parler ce matin. On se retrouve juste après la pause, nous, avec Pauline Godard.